Fini avec ces questions. Est-ce que le ministère public a des questions? Voilà, avant de commencer, je vais faire une toute petite précision. Les questions qui ont été posées et répondues par M. Camara, s'il vous plaît, on ne va pas trop s'appesantir sur les mêmes questions encore. S'il y a des questions de précision, là, on peut bien le faire. Et sachez qu'à tout moment, le tribunal peut intervenir pour arrêter n'importe quel intervenant et lui demander de poser une autre question. Voilà. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Comme vous venez de dire, le parquet, nous revenons pour des questions de précision, de consolidation, d'une part, et de l'autre part, apporter des éléments nouveaux. Monsieur Moussa Dadis Camara. Oui. Procureur. Tout au long de votre interrogatoire ici, Oui. vous avez toujours nié votre participation en pleine connaissance de cause à la commission des faits Oui. commis au stade du 28 septembre. Oui. Alors, qu'est-ce qui explique, au lendemain des événements du 28 septembre, Oui. votre réaction selon laquelle vous cherchez à justifier les motifs, notamment que les morts intervenus au stade résultent non seulement de bousculades, Oui. mais également de l'asphyxie des manifestants. Selon vous, si vous ne connaissez pas ou vous n'êtes nullement lié à ces faits, Oui. quelle raison aviez-vous pour sortir et parler des motifs des morts, les causes des morts? Avez-vous eu, en ce moment précis, des certificats médicaux des rapports quelconques vous permettant d'obtenir cette déclaration? C'est ma question. Merci, monsieur le procureur. Par rapport à cette question, vous vous souviendrez que, effectivement, dès après les événements, comme vous le dites, parce que j'ai eu des informations, soucieux et choqué par rapport à l'événement, les informations qui m'ont été remontées, parce que dès que les événements se sont passés, alors le ministre de la Santé m'avait déjà donné des explications liées à cet état de fait. Et cela aussi, par rapport même à la manifestation, comment les choses se sont passées, c'est ce qui a fait que j'ai parlé même de l'asphyxie. Et si vous remarquez très bien d'ailleurs la vidéo, j'étais entouré de quelques membres du gouvernement à l'époque, que je n'ai plus bonne souvenance. Je suis resté même à parler et dans leur compte rendu, on me parlait de l'asphyxie, des bousculades. C'est ce qui m'a permis effectivement
de m'exprimer. Et cela était dû à un choc. Le choc, avec également la réaction, tout à fait une réaction naturelle. Lorsque vous perdez des personnes, même si c'est une seule personne à plus forte raison, plus de 30 à 40 personnes, plus que ça, j'estime que vous ne pouvez pas vous exprimer devant votre population dans un ton aussi calme, comme si rien ne s'était passé chez le procureur. Alors, c'est dû aux explications que j'ai reçues ce jour, le nombre de morts. Je leur ai demandé comment ça s'est passé, que d'autres étaient faites par suite de bousculade, ainsi de suite. Donc, c'était dans le souci de tromper le peuple? Non, pas que tromper le peuple. Et c'est des faits qui m'ont été rapportés. C'était dans le souci de retracer les événements. Alors, au moment précis, à date, Oui. les pièces fournies au dossier de la procédure, est-ce que vous confirmez ces déclarations? Les morts intervenus au stade, est-ce que c'est par bousculade ou bien c'est par balle réelle? Dans les explications, puisqu'ils m'ont donné des explications comme quoi il y avait des bousculades et puis d'autres sautaient, escaladaient le mur, les murs du mur, c'est ce qui m'a permis de donner cette explication. Mais dire que exactement ce sont le nombre que j'ai donné, je n'ai fait que décrire la situation, comment on m'a expliqué. Alors, je reviens encore sur votre intervention. Oui. Au lendemain des événements du 28 septembre. Oui. Vous étiez au moment des faits la première autorité de l'État. Oui. Investie des pouvoirs exorbitants. Au lendemain des événements du 28 septembre, puisque nous sommes en matière pénale, Oui. il faudrait apporter tout. Quand on dit qu'il ne faut pas parler des réseaux sociaux, il ne faut pas parler des médias, nous, ça nous intéresse, ministère public. Vous avez eu à tenir des déclarations après votre entretien au Rocher, au volant de votre véhicule, Oui. accompagné par votre secrétaire et conseiller personnel, shérif, où vous avez dit, selon vos déclarations, que moi j'estime que c'était des déclarations de nature à banaliser ce qui a été commis au 28 septembre. Vous avez déclaré que vous avez un destin phénoménal. Vous étiez là à parler de vous, à vous flatter, à vous jeter des fleurs. Est-ce que c'était le moment? Est-ce que ce comportement n'est pas de nature à banaliser ce qui a été commis au stade du 28 septembre? Première question par rapport à ça. Laissez-le répondre d'abord. Posez les questions une par une. Alors, est-ce que ces déclarations n'étaient pas de nature à banaliser les crimes commis au stade du 28 septembre? Non, ce n'était pas dans mon intention. Peut-être que j'avais dû aussi penser autrement, mais telle n'était pas mon intention. Telle n'était pas mon intention. Monsieur Camara, Oui. nous voyons dans les autres pays, même chez nous, les simples faits juridiques. Prenons par exemple un accident de circulation. Des morts, 24 morts, même 10 morts. Oui. Les gouvernements décrètent des journées de deuil national. Selon vous, en lieu et place de ces déclarations ce jour,
dans lesquels vous étiez en train de vous magnifier, avez-vous pensé à ces victimes, à décréter des journées de deuil au lieu de tenir ces déclarations? Non, pour moi, j'étais préoccupé par rapport à ces cas de mort. Et il fallait immédiatement s'occuper de certaines situations. Et il y avait le cas des leaders qui étaient blessés. Et donc, si vous parlez de deuil, que je devrais décréter deuil, j'estime que ce n'était pas dans le but de banaliser ce qui s'est passé, parce que je voyais d'ailleurs la charge morale qui pesait sur ma personne. Donc, nullement. Ce que vous dites, Oui. vous avez la charge morale, Oui. n'ont pas été traduits dans les actes, à mon avis. Bon. Le simple fait de décréter, par exemple, une journée de deuil national est une preuve, peut-être une preuve pour dire que ça vous fait mal. Mais si vous banalisez, ça veut dire que vous connaissez quelque chose dedans. Je poursuis. Et aujourd'hui, au moment où nous sommes là, devant ce tribunal criminel, vous confirmez qu'il y a effectivement des disparus. Au moment où nous sommes en train de parler de cette affaire, il y a des familles qui n'ont pas retrouvé leurs enfants. Les corps n'ont pas été retrouvés. On ne sait pas où ils sont jusqu'à date. Vous confirmez ça devant ce tribunal? Je ne peux pas confirmer du moment que j'ai eu les mêmes informations que vous. J'ai eu les mêmes informations. Et ces informations, je ne peux pas dire d'emblée, infirmer ou affirmer. C'est des informations que j'ai reçues à date. C'est les mêmes informations à votre niveau que j'ai. Donc c'est dans ces débats vous avez appris, ou bien du 28 septembre jusqu'au 3 décembre, vous n'avez pas appris? Non, pas dans cet intervalle de temps qu'il y a eu des disparus, les parents ne sont pas rentrés en position... Pas dans ce débat. Pas dans ce débat. Les informations circulaient. Et bien avant même la tenue de ce procès, les mêmes informations comme quoi il y a eu des disparus, ça existait, ça persistait, et on en parlait à date. Alors, qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait pour... Puisqu'on nous exhibe ici des actes, des mesures, des actes qui attestent que vous avez pris des dispositions après les événements du 28 septembre en constituant des commissions nationales d'enquête internationales. Alors, dans ce cas d'espèce, quelles mesures avez-vous pris permettant aux parents de ces victimes de connaître où sont partis ces corps? Quelles mesures avez-vous prises? La mesure, ça c'était depuis hier que j'avais institué une commission d'enquête par le biais du ministre des Gardes des Sceaux, en passant par le procureur. Et cette commission était en train de faire son travail jusqu'au moment où l'attentat s'est perpétré contre ma personne. J'ai quitté le pays, donc je n'ai plus suivi le reste, le travail
le résultat des travaux que la commission avait entamés. Monsieur Kamara, Oui. vous savez que la gestion du corps, leur transport, même ceux qui ont été restitués aux parents, à la mosquée Faisal, ont été transportés par les véhicules des militaires. Ça veut dire que les militaires avaient la main dans la gestion des corps. Oui. Avez-vous pris des dispositions auprès de ces militaires pour savoir où sont partis ces corps du 28 septembre au 3 décembre? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Oui, mais c'est ce que je vous dis. J'ai dit le compte rendu qui m'a été fait. Ce compte rendu, comme je l'ai dit, au nombre de 57, le ministre de la Santé l'a dit clairement devant cette barre, et cette commission avait pour mission, pour tâche, d'organiser, de préparer la distribution des corps au niveau des parents éplorés, des familles éplorées. Donc, une commission était là. S'il n'y avait pas une commission pour la restitution des corps, on aurait dit que je n'ai pas pu prendre des dispositions. Mais j'ai pris des dispositions. Monsieur Kamara. Oui, s'il vous plaît, je peux dire, monsieur le procureur, monsieur le substitut. Procureur, ministère public. Ok, ministère public, merci. Moi, je voudrais également savoir, il y a une question qui revient toujours. Quand on vous demande de certaines choses, même ceux qui ont été commis dans l'enceinte du camp Alpha Yallo, les tortures, les séquestrations, au camp Koundara, des tortures, des séquestrations faites dans ces différents camps. Vous avez toujours dit que vous ne connaissez pas. Oui. Au motif que vous avez fait délégation de pouvoir. C'est quoi la délégation de pouvoir, selon vous? Quelles sont les conséquences de la délégation de pouvoir? La délégation de pouvoir, comme il l'indique bien, c'est lorsque le président ordonne à un de ses ministres, le rôle que le ministre devrait jouer en matière de santé. Je prends en matière de santé, le président lui délègue ce pouvoir dans l'exercice de ses fonctions. Alors, vous déléguez une partie de vos pouvoirs à un ministre. Tout comme tout gouvernement. Tout gouvernement. Voilà. Ce qui voudrait dire par ricochet que la délégation, je voudrais rappeler ici, que la délégation n'a jamais été, il n'y a pas une délégation pénale, mais une délégation est un acte administratif, c'est purement administratif. Ça veut dire qu'il y a le supérieur qui donne des instructions et au retour, le subordonné remonte l'instruction à l'hiérarchie. C'est ça la délégation de pouvoir. Selon vous, ce pouvoir de délégation que la loi vous a conféré, vous permettez de donner des instructions? Mais c'est ce que je dis, monsieur le procureur. Comprenez par délégation de pouvoir, quand vous constituez un gouvernement, vous n'allez pas être vous-même ministre de la Santé, ministre de la Justice. Si vous choisissez un ministre de la Justice et qu'il soit de surcroît spécialiste, vous lui conférez un certain pouvoir que vous-même vous ne pouvez pas l'exercer, que vous-même, puisque vous ne pouvez pas l'exercer, mais c'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui avez toute la latitude de désigner le ministre en ce moment-là. Dans l'exercice de ses fonctions, pour le bien-être de la population, il vous rend compte. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. Oui, il vous rend compte. Laissez-le finir. Il vous rend compte
Et c'est ce que le ministre de la Santé a eu à faire. Il m'a rendu compte. Et j'ai pris tout de suite des dispositions. J'ai créé une commission. Cette commission avait pour rôle d'exécuter tout ce que vous êtes en train de dire, monsieur le procureur. Ce n'est pas moi qui devrais m'occuper de la distribution de corps. Ce n'est pas moi qui devrais faire l'entretien de ceux qui sont morts au niveau de la mort, ou tout au moins de l'autopsie. D'autres questions? Ce qu'on peut retenir, Oui. on peut retenir que la délégation de pouvoir ne veut pas dire absence de coordination ou absence de compte-rendu. Vous avez le droit de donner des instructions, et ces instructions doivent être remontées par un compte-rendu. On est d'accord? Tous les ministres doivent vous rendre compte. C'est ça. Alors, dans ces faits, chaque fois vous dites « je ne connais rien », je ne connais rien. Par rapport? Oui. Par rapport à quoi? Par rapport à la gestion des corps, vous ne connaissez pas. Non, mais, par rapport aux différentes autopsies, vous ne connaissez pas. Par rapport aux attributions du ministre de la Justice, vous ne connaissez pas. Pendant que vous avez délégué le pouvoir et on vous rend compte. Vous pouvez dire à ce tribunal que vous ne savez pas tout ce qui s'est passé? Non, mais monsieur le procureur, j'ai été le premier à vous dire, ici, devant cette barre, je n'ai pas dit que je ne reconnais pas le compte rendu que le ministre de la Santé a eu à me faire. J'ai largement expliqué, et je vous ai même dit, j'ai dit devant cette barre, que c'est moi-même qui aurais appelé le ministre de la Santé. J'ai dit de bien prendre soin du traitement des corps au niveau de la morgue. Alors j'estime que je n'ai pas dit dans le cadre des dispositions, dans le cadre de la santé, que je ne connais pas, encore mieux par rapport à la justice que vous parlez. Hier, j'ai fait état de l'ordonnance, monsieur le procureur. J'ai fait la lecture, le président m'a donné la latitude de faire la lecture. J'ai fait cette lecture où le président de cette commission était bel et bien un spécialiste, un procureur. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas parlé de la justice? Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas parlé de la santé? Mais pour tout ce qui concerne la gendarmerie, maintien d'ordre, vous avez dit devant ce tribunal ici, l'état-major de l'armée et l'état-major général de l'armée, vous avez dit beaucoup de choses suite aux différentes questions ici des partis. Vous avez dit que vous ne connaissez pas, que c'était le pouvoir discrétionnaire du chef d'état-major, que vous n'êtes pas informé. C'était par rapport, monsieur le procureur, c'était par rapport à cette réunion qui s'est tenue. La question m'a été posée. À quel moment, à quel instant cette réunion a été tenue? J'ai été clair. J'ai lu le chef d'état-major général des armées. Il a toute la latitude de donner l'heure à ces chefs d'état-major particuliers. À cela s'ajoute le chef d'état-major de la gendarmerie qui ont tenu leur réunion. Ils n'avaient pas besoin de me dire l'heure à laquelle ils doivent tenir leur réunion. Donc si vous dites que je n'ai pas parlé de la gendarmerie, non. Et je crois que le chef d'état-major de la gendarmerie lui-même dans son PV, il a été convoqué par le chef d'état-major de la gendarmerie, du chef d'état-major général des armées. Et je ne crois pas si à un seul instant, contrairement à ce que vous dites, monsieur le procureur, que j'ai dit que je ne connais pas. Ce sont des cas de corps disparus, comme vous le dites, que je disais que je n'ai pas les informations.
Est-ce que vous ne tenez pas ces déclarations à dessein pour vous soustraire de la poursuite? Vous savez que vous connaissez l'origine, vous connaissez où sont partis les corps, mais devant ce tribunal, vous cherchez à vous innocenter. Mais par quel moyen, monsieur le procureur? Pendant que vous avez la délégation de pouvoir avec les conséquences liées à ça. Mais s'il vous plaît, monsieur le procureur, ce n'est pas de la sorte que vous devrez avoir des preuves suffisantes pour dire que je connais où les corps sont. J'ai été très clair. Cette délégation du pouvoir, c'est comme aujourd'hui, nous sommes dans cette audience. Le président délègue son pouvoir au ministre de la Justice. Le ministre de la Justice délègue le même pouvoir au procureur et au président. C'est comme ça que ça fonctionne. Je n'invente pas, c'est ce qu'on appelle des délégations de pouvoir, parce que, à ce niveau, pourquoi délégation de pouvoir? Si le ministre de la Justice, par exemple, ou le ministre de la Santé ne joue pas son rôle, le président se rendra compte qu'il ne joue pas son rôle, ou tout au moins, si le président voit qu'il y a au niveau, par exemple, certaines défaillances ou des carences au niveau, par exemple, des procureurs ou je ne sais quoi, alors le président a l'autorité de demander au ministre de la Justice, ça ne va pas dans tel secteur. C'est pour cette raison d'ailleurs, très généralement, les ministres prennent des décisions. Ils ne prennent pas les décisions parce qu'ils veulent prendre les décisions. Certes, ils constatent certaines choses. Donc c'est comme ça que je comprends par délégation de pouvoir. Parce que le ministre de la Santé ou le ministre de la Justice lui-même ne peut pas s'autoriser en matière de loi. Il faut que le président, qui est le garant de la nation, lui délègue les lois de la République. Merci. Revenons-en au cas Kalea. Oui. Vous avez toujours clamé devant ce tribunal que c'est Sekouba Konaté qui a recruté, qui a fait le recrutement pour que les hommes se retrouvent à Kalea. Vous confirmez cette déclaration? Tout à fait, oui. Vous n'avez jamais piloté ou co-géré le recrutement de Kalea avec Sekouba Konaté? J'ai été très clair, monsieur le procureur, dans mon PV. J'ai dit, je fus informé et j'ai donné mon accord. Mon accord de passer dans les 4 régions naturelles. C'est ce qui est le plus important. Mais ce n'est pas le président qui va se mettre sur le terrain pour faire un recrutement. C'est comme le recrutement, tous les régimes qui ont passé, c'est comme actuellement, quand on dit un recrutement, ce n'est pas le président qui est sur le terrain, c'est le ministre de la Défense, monsieur le procureur. Alors, ma question est de savoir, oui, sur ce point, oui, si c'est Sekouba qui a recruté, tous les éléments qui étaient à Kalea étaient les hommes de Sekouba Konaté, pourquoi au moment de la transition, deuxième version, quand vous avez été victime, vous étiez à Ouaga, Sekouba a pris les rênes de la transition, deuxième version. Au temps du chef d'état-major général Nour Thiam, il est allé libérer, chercher tous les recrues de tous ceux qui étaient à Kalea. Si c'était ces hommes, si c'était ces hommes, est-ce qu'il allait partir les chercher? Oui, mais monsieur le procureur, à ce niveau, c'est ce que je vous dis, que je lui ai donné des instructions de passer dans les 4 régions. Et comment le recrutement s'est passé? S'il estime à un moment donné qu'il doit libérer des gens, s'il doute d'un certain nombre de groupes, que je me permets très bien de le dire, parce qu'on a toujours l'esprit, et comme il y a le communautarisme, il y a cet esprit aussi qui anime les gens. Par rapport à votre question,
Et je peux lui dire ça, je peux dire ça, et même si le jour où il sera là, je serai à mesure de le dire. S'il a libéré des éléments, c'est le président à l'époque qui est parti dans les régions naturelles pour recruter les gens. S'il a libéré des gens, ça suppose qu'il doutait peut-être qu'un certain nombre de groupes sélectionnés pouvaient porter préjudice à son pouvoir. Monsieur le procureur, c'est de cela qu'il s'agit. Alors, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, pourquoi certaines recrues, tous des Guinéens, pourquoi ils ont eu leur matricule engagés? Monsieur le Président a parlé ici de faire très attention qu'on ne parle pas de communauté ici. C'est extrêmement important. Mais s'il vous plaît, Monsieur le Procureur, je respecte effectivement ce que le Président a eu à dire, mais si vous voulez venir sur ce temps, je dirais en ce moment que s'il a fait, c'est purement communautaire. Ma dernière question, Oui. Monsieur Camara. L'organisation militaire, la hiérarchie militaire, Oui. nous avons suivi avec intérêt la lecture de la structure de l'organisation militaire par votre défense. Oui. Et elle est allée même dire que le chef d'état-major général de l'armée est votre adjoint. Cela ne voudrait pas dire que vous êtes le chef, Non, peut-être. le chef militaire, si le chef d'état-major général est votre adjoint. Bon, peut-être. Oui ou non, vous êtes le chef, le premier chef. Vous avez fini, je peux parler, Monsieur le Procureur? Oui. Peut-être, certainement, il a mal expliqué cette partie, mais ce que je cherche, il a voulu parler d'Abdoulaye Keïta, qui était le chef d'état-major adjoint. Il a parlé de la structure, il a parlé du chef d'état-major, général des armées, il a parlé de son adjoint. Alors, moi, je ne peux pas être chef d'état-major, général des armées adjoint, ni chef d'état-major particulier de l'air, de terre, mer, air. Peut-être dans la communication, certainement, cela, le langage peut lui être, s'il a dit. Alors on peut retenir Ouais. que sur le plan organisation militaire, vous êtes le premier chef. Vous pouvez confirmer ça devant ce tribunal. Mais Commandant en chef des forces armées. je peux encore vous étayer pour rafraîchir votre mémoire. Commandant en chef des forces armées, président de la République. Commandant en chef des forces armées, qu'il soit militaire, qu'il soit civil, il est le chef suprême des armées, parce que c'est lui qui nomme tous les militaires, tous les gradés, qui les emploie à des postes bien déterminés. Il peut revoquer un chef d'état-major général des armées, il peut élever qui il veut, comme au point de vue grade, au point de vue aussi commandement. Chef suprême des armées, il décide si la nation est en crise. Il est accompagné du ministre de la Défense et de certains généraux en la matière. Si l'État est dans une certaine crise, il faudrait que le chef d'État, chef suprême des armées, donne son aval
ce n'est pas là le ministre de la Défense qui donne l'aval. C'est pourquoi on dit chef suprême des armées. Moi, ma curiosité est de savoir si vous confirmez qu'en votre qualité de président de la République, vous étiez le premier chef sur le plan organisation militaire. Vous confirmez cela devant ce tribunal, contrairement à ce qui a été révélé ici à la barre ce matin? Que le premier? Oui, le premier chef. C'est ce que je suis en train de vous détailler. C'est ce que je suis en train de vous détailler, monsieur le Président. Monsieur Camara, vous allez bien? Oui, ça va, monsieur le procureur. Vous vous sentez bien? On peut continuer? Oui, monsieur le procureur. Très bien. Alors, à la suite de mon collègue, oui, monsieur le procureur, je vais vous poser quelques questions. Oui, monsieur le procureur. C'est juste des questions de précision, oui, monsieur le procureur, ou de consolidation. Oui. Parce que vous vous êtes exprimé de long à large par rapport à tous ces événements-là. Oui. La première question est celle de savoir si vous confirmez que vous n'avez jamais pris un acte pour désigner le commandant du régiment ou son adjoint. Oui. Vous n'avez jamais pris d'acte. Oui. Très bien. Alors, moi, j'ai sous mes yeux un décret qui a été signé, et copie vous en sera donnée tout de suite. Excusez-moi, je vais... Mon substitut va procéder à la distribution. J'ai un décret ici, copie vient d'être donnée à l'un de vos conseils. Ouais. C'est le décret D numéro 028-PRG/CNDD/SGPRG/2009 en date du 22 janvier 2009 par lequel vous avez nommé le capitaine Sa Alphonse Touré, précédemment en service au bataillon autonome des troupes aéroportées, commandant adjoint du régiment commando. Ouais. On va vous donner la copie pour savoir si ce sont vos signatures et cachets qui y sont. Avec la permission de Monsieur le Président, bien sûr. Bon, vous n'avez pas précisé la question, Monsieur le procureur. Je l'ai bien précisé. Non, vous n'avez pas parlé, c'est moi qui ai parlé du commandant de Aïdor Ba ici. J'ai été très clair, j'ai dit le Aïdor Ba était le commandant du régiment, la prise du pouvoir. Monsieur le procureur, le tribunal n'a pas reçu. Ensuite, le lieutenant Sa Alphonse, et ensuite... On s'en excuse, Monsieur le Président. Monsieur le procureur, vous me suivez? Je vous suis. J'ai reconnu ici que Aïdor Ba était le commandant du régiment, qui était l'adjoint du général Sekouba. Sa Alphonse Touré était également l'adjoint, et j'ai parlé aussi à l'époque du colonel Aboulaye Keita. Je dis c'est à l'issue de leur arrestation que le régiment est resté comme ça, où il était question avec le général Sekouba, on devrait chercher leur remplaçant. Donc si vous m'auriez posé la question de savoir, est-ce que vous n'avez pas fait un décret par rapport à tel nom, j'allais effectivement vous répondre. Mais lorsque vous parlez comme ça, monsieur le procureur, ça devient une question de piège. Non. Sinon. Excusez-moi, monsieur Camara. Non, sinon, excusez-moi, monsieur Camara. Sinon. Vous permettez? Oui, sinon. Vous permettez?
Ouais, excusez-moi du langage. Excusez-moi du langage, monsieur le procureur. Sinon, monsieur le procureur, c'est moi qui ai parlé ici que les trois c'est les trois qui géraient le régiment. J'ai dû croire que, puisqu'on est dans le cadre de Aboubakar Sidiki Diakité, qui avait dit effectivement qu'il n'avait pas reçu un décret, c'est dans ce sens que je suis allé. Mais si vous m'avez dit, est-ce que le capitaine, est-ce que les trois vous avez pris un décret par rapport à ces trois, j'allais être très clair j'allais être très précis, monsieur le procureur. Je suis satisfait, ma question était précise, oui. Vous avez donné une réponse et je vous ai produit l'acte que j'ai. Je passe. Alors, répondant ce matin à l'une des questions de votre conseil, vous aviez dit que vous étiez à la tête d'un gouvernement militaire et que c'était un régime d'exception. N'est-ce pas? Oui, monsieur le procureur. Bien. Est-ce que dans ce cas, vous confirmez qu'en 2009, vous étiez un chef militaire, comme vous l'avez dit, et que vous étiez le commandant en chef des forces armées? Vous le confirmez, n'est-ce pas? Oui. En cette qualité, aviez-vous le pouvoir de nomination à tous les hauts postes militaires? J'entends par là les chefs d'état-major général des armées, les chefs d'état-major particuliers, les premiers responsables de la police et de la gendarmerie. Est-ce que c'est vous qui les nommiez? Oui, je confirme. Vous le confirmez? Oui. Vous confirmez avoir pris des décrets pour pourvoir à des postes militaires, à des hauts postes de police ou de gendarmerie, n'est-ce pas? Oui, monsieur le procureur. Bien. Puisque vous étiez le commandant en chef des forces armées, chef suprême des armées, vous aviez le pouvoir de donner des instructions ou des ordres dans le langage militaire à ses premiers responsables, n'est-ce pas? Oui, monsieur le procureur. Après la survenance des événements le 28 septembre, au stade du même nom, vous étiez encore le chef de l'État, oui. Président de la transition, oui. Chef suprême des armées. Oui. Et en quelque sorte, vous étiez le père de la nation guinéenne. Oui. Est-ce qu'en cette qualité, vous avez pris des actes de désapprobation par rapport à ce qui s'est passé au stade du 28 septembre? Acte de désapprobation? Bien sûr. Je veux dire, ouais. Si d'une manière ou d'une autre, ce que vous avez dit, répondant tout de suite à une des questions du procureur Camara, qu'en réalité, vous ne reconnaissez aucune des infractions pour lesquelles vous êtes renvoyé devant cette juridiction pour jugement. Et donc, les faits qui se sont passés au stade ont indigné plus d'un Guinéen. C'était des actes abominables, c'était du jamais vu dans notre République qui est foncièrement religieuse, qu'on soit de confession musulmane ou chrétienne. En tout cas, les Guinéens ont une croyance en un Dieu unique. Et donc, est-ce que vous avez pris un acte pour vous désolidariser du comportement de ceux-là qui sont allés tirer sur une population civile rassemblée en un lieu, désarmée, qui en réalité, dont le seul crime était
d'avoir revendiqué en droit. Est-ce que vous avez pris un acte ou des actes de désapprobation pour vous désolidariser du comportement de ces bérets rouges dont on parle tant? À ce niveau, j'ai estimé qu'il fallait constituer immédiatement une situation de crise. Et je n'ai pas pensé par rapport à ce que vous dites. Pour moi, c'était d'abord les corps, ensuite les donner aux familles éplorées et inviter les familles des victimes pour faire ce qu'on doit faire dans le cadre religieux, musulman ou chrétien. C'est ce qui fut fait. C'est ce que vous avez pu faire. Oui. Pendant que vous auriez dû, ne serait-ce que faire un communiqué pour indiquer que vous marquez votre désapprobation par rapport à ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Vous auriez dû prendre un acte, M. Moussa Dadis Camara, parce qu'en vérité, c'était votre population qu'on avait massacrée. Je vous ai dit tantôt qu'au moment des faits, vous étiez le père de la nation. Vous avez appris. Oui, je vous suis, monsieur le procureur. Vous avez appris qu'il y a des dizaines de morts. Les corps qui ont été restitués à l'esplanade de la grande mosquée Faisal, c'était des Guinéens qui avaient leur famille, leurs proches. C'est votre population. En plus d'eux, il y avait ces femmes qu'on a violées, jamais vues en République de Guinée. Certaines ont été maltraitées, torturées. Il y a de ces familles qui disaient n'avoir pas vu les leurs, qui pourtant avaient quitté la maison très tôt pour venir répondre à l'appel des leaders politiques. Jusqu'à date, ils n'ont pas vu leurs proches. Et tout ceci étaient des citoyens de la République, vos compatriotes, votre population. En tant que père de la nation, en guise de compassion, comme ça se passe un peu partout ailleurs, vous auriez dû prendre un acte pour marquer votre désapprobation. Bien sûr, on a parlé des bérets rouges. Vous êtes un chef militaire. Mais puisque vous avez dit que vous n'avez posé aucun acte allant dans le sens de la commission des infractions, la meilleure de façon aurait été, visiblement, de prendre un acte, comme je l'ai dit, comme ça se passe ailleurs. Je passe. Parlant de votre visite à l'abbé, vous avez dit que vous étiez parti dans cette préfecture pour répondre à l'appel des sages qui vous avaient demandé de leur rendre visite là-bas, n'est-ce pas? Oui. Bien. Est-ce que, là étant, vous avez effectivement rencontré ces sages-là? Quand je suis allé à l'abbé, c'était au stade, dans l'abbé. J'ai salué la délégation, les sages, qui étaient tous au stade. Je les ai salués.
Ils ont fait les cérémonies d'accueil d'usage avec les calebasses. Et je me suis adressé à la population. Il était question que je puisse passer personnellement, que j'avais décidé que j'allais passer chez eux. Mais puisque j'étais déjà tous présents à la réception, et donc il se faisait aussi tard, je n'ai pas eu le temps de passer un à un chez les sages. Il me semble que c'est les administrateurs et la population de manière générale qui étaient au stade. C'est avec eux que vous vous êtes vus. Les sages vous attendaient en un endroit bien défini, mais vous n'y êtes pas allé. Qu'est-ce qui explique votre retour précipité Qu'est-ce qui expliquait votre retour précipité pour rejoindre la capitale? Oui, mon retour précipité, monsieur le procureur, je n'avais pas envisagé passer la nuit à l'abbé. Je n'avais pas envisagé passer la nuit à l'abbé. Et si je suis allé et j'ai vu, comme vous le dites, les autorités, pour moi, c'était les sages. Et le seul sage que je voulais le voir, c'était le vieux sage que j'ai oublié son nom. Et là, je me suis excusé auprès de son fils, qui était préfet à l'époque. Et puisque je n'avais pas envisagé passer la nuit à l'abbé, je me suis programmé pour un aller-retour. Sinon, si j'avais prévu ça, j'allais passer la nuit à l'abbé. Donc, je ne pouvais en aucun cas passer la nuit à l'abbé du moment que ce n'était pas dans mon programme. Je suis allé à l'abbé dans le souci, comme je l'ai dit, pour ne pas que les sages qui sont venus me voir ici pensent que je leur ai refusé. Si mon acte, cet acte, l'acte social que j'ai posé, si cela n'a pas plu à vous, monsieur le procureur, je suis désolé, je regrette. Pourquoi alors je me suis mis dans l'esprit d'aller saluer comme tout Guinéen les parents de l'abbé. Si cela pose aujourd'hui problème, je pense que je ne l'ai pas fait dans un mauvais sens. Alors, monsieur Camara, votre conseil nous a communiqué tout à l'heure une série d'actes signés de la main, semble-t-il, du général Sekouba Konaté pour faire un lien avec le recrutement de Kalea. Je note que les événements dont nous parlons se sont déroulés en septembre 2009 et tous les actes produits datent de 2010. Ce n'est pas une question, c'est juste une précision. Tous les actes produits ici, dans lesquels, je m'excuse, on parle de recrutement, sont de 2010.
donc postérieure aux événements du 28 septembre 2009. Alors, par rapport à Kalea, confirmez-vous que vous n'étiez pas du tout informé de la présence constante des recrues de ce centre d'instruction dans l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo, siège de la présidence, en grand nombre, parce qu'ils étaient plus de 100 tout au moins. Vous confirmez n'avoir pas vu ces recrues dans l'enceinte du camp? Tout à fait. Bien. Je vais m'intéresser un tout petit peu à un véhicule. Le véhicule, il est de marque Isuzu Tropper. Le 28 septembre, est-ce que vous avez emprunté un véhicule de ce genre? Pour une destination quelconque. Est-ce que vous avez emprunté un véhicule de marque Isuzu Tropper ce jour? Le 26 septembre, je le dis et je réitère que ce modèle de véhicule que vous parlez, je n'ai vu aucun véhicule Isuzu. Le seul véhicule lequel je voulais d'ailleurs emprunter, c'était mon véhicule de commandement. Et lorsque je n'ai pas accédé dans le véhicule, compte tenu de tout ce que les militaires à l'époque étaient autour de moi, m'ont dissuadé de rentrer. Je suis rentré au bureau. Donc, aucun véhicule Isuzu, non. Aucun véhicule? Aucun véhicule. L'issue de secours dont on parle dans le bâtiment, dans votre résidence, oui. Le bâtiment que vous occupiez, est-ce qu'il n'y a pas une place réservée à un ou des véhicules là-bas? À un ou des véhicules? Une cour? Je parle de l'issue de secours. Oui. Est-ce qu'il n'y avait pas une place réservée, une sorte de parking où on peut garer un ou deux véhicules? Oui, la cour était grande. J'avais des oiseaux de race. J'avais des oiseaux de race qui étaient dans cette cour. Je les entretenais. Ce modèle de véhicule n'était pas garé par là-bas, M. Camara? Non. D'abord, je n'avais pas un véhicule que je garais dans cette cour. J'ai dit que j'avais des oiseaux de race que je levais. Et si j'avais besoin de véhicules, tous mes véhicules étaient là où il y avait mon véhicule de commandement et même les pick-up. Donc cela, c'est pour dire, le 28 septembre 2009, vous n'êtes pas sorti du camp Alpha Yaya Diallo. Oui, je confirme. Personne ne vous a vu du côté du pont de Madina? Personne ne m'a vu, monsieur le procureur. Personne ne vous a vu vers la mairie, le siège de la mairie de Dixine? Vous n'êtes pas venu par là? Personne, monsieur le procureur. Et pour renchérir, pour rafraîchir votre mémoire, monsieur le procureur, à cette époque, je ne pouvais pas aussi passer inaperçu
je ne pouvais pas passer inaperçu. Donc, toute analyse dans ce sens ne serait que des imaginations juste pour trouver une porte d'entrée, parce que à date d'aujourd'hui, aucune preuve depuis que je suis là. Donc c'est aussi embarrassant. Et c'est pour cette raison, monsieur le procureur, l'homme que vous voyez, je ne suis pas cet homme. Ma conviction ou ma pensée ne peut pas être la pensée de cette cour. Très bien. Si j'ai pris... Je suis satisfait par rapport à la réponse que vous avez donnée, M. Camara. Je voulais juste noter que, tel que vous le dites, c'est effectif que si vous empruntez votre véhicule de commandement avec tout l'arsenal qui va avec, eh bien, vous ne passez pas inaperçu. Mais, si vous décidez de prendre un véhicule assez banalisé, il sera difficile de vous reconnaître là. Parce qu'en ce moment, c'est vrai que quand vous passiez, tout le monde savait que le président de la transition effectue un déplacement d'un point A pour un point B. Et par rapport je suis satisfait par rapport à ça. Vous avez parlé... Excusez-moi, M. Camara. Ouais, mais vous ne voulez pas que je parle, monsieur le procureur, parce non, que vous êtes là pour parler. Vous êtes là pour parler. C'est juste, on est en train de parler. Je vous suis. Voilà. Donc, je vous écoute. Voilà. Et comme vous m'avez pas laissé aller au bout de mes idées, monsieur le procureur, je ne suis pas cet homme. Je ne peux pas, moi, comme je l'ai dit, je sais ce que c'est que quand on est croyant. Si je l'ai fait, c'était effectivement pour dire que si je l'ai fait, monsieur le Président dit de ne pas me jurer. Et vous savez, je sais personnellement, ce n'est pas tous les hommes qui peuvent avoir le courage. Ce que j'ai eu à faire. Si au-delà de tout ça, monsieur le procureur, cela n'arrive pas à vous convaincre, le seul Dieu, je n'ai peur que de Dieu. Le seul Dieu qui est unique. Je ne suis pas un homme qui ne réfléchit pas. Je sais ce que c'est que l'importance. Très bien. Je continue. Tout à l'heure, vous parlez de preuves. Je l'avais dit la fois dernière, les différentes étapes du procès pénal sont connues des professionnels que nous sommes. Le moment venu, nous allons étayer tout ce que nous avons dit ici par les preuves qui sous-tendent nos déclarations. Nous ne mettrons pas la charia vers les bœufs. Et je suis d'accord, monsieur le Président. Bien. Et donc, je pense que pour le moment, nous en avons fini. Le reste, nous le développerons dans nos réquisitions. Je vous remercie, M. Camara. Merci, monsieur le Président et assesseur. Est-ce que la partie civile veut poser des questions? De nouvelles questions? Vous avez dit de nouvelles questions? Bien sûr. Monsieur Moussa Dadis Camara. Oui, maître.
votre conseil, le dernier qui est intervenu ici, a produit des pièces. Est-ce qu'il vous les avait montrées avant? Bon, ces pièces, comme je viens de voir ici, je n'avais pas vu ces pièces. C'est pas celle-là. Hein. Celle-là vous a été produite par le représentant du ministère public. Il parle de votre dernier conseil. Je pense que c'est Maître Abba. Je n'ai pas vu toutes les pièces. Très bien. Donc moi, je voudrais juste vous dire que cette communication est inutile. Parce que toutes ces pièces n'ont aucun intérêt dans ce procès. Elles sont toutes datées de 2010. Donc sa tentative de vous trouver un alibi par rapport aux recrues de Kalea tombe dans l'eau. Je voudrais vous prévenir avant de commencer. Merci. Vous avez fini, je peux répondre? Oui, allez-y. C'est pas une question. Non, il peut parler, Monsieur le Président, s'il veut. Oui, je pense que ici, si il a fait état de cette situation, il voulait juste vous prouver que même après moi, le recrutement de Kalea dont on parle, ça a toujours continué, ce qui ne veut pas dire la date que vous êtes en train de parler, je suis d'accord avec vous. Moi, ce n'est même pas le problème de date. Ce qui est important, c'est les faits réels des événements du 28 septembre liés à l'affaire de Kalea. Vous savez, mon capitaine, je voudrais juste vous dire que il vous faudra d'autres éléments et vous ne pouvez pas compter sur ces documents. Merci. Ensuite, il a également lu une demande d'acte faite par les parties civiles. Et dans cette demande d'acte, les parties civiles, au moment de l'instruction, ont sollicité l'inculpation de tous les membres du gouvernement. Est-ce qu'il vous a montré ce document aussi? Oui, c'est ça que je veux dire, maître. Je dis que je n'ai pas vu toutes les pièces. D'accord, maintenant moi je vais vous aider. Et sur cette liste figure le général Sekouba Konaté. Qu'en pensez-vous? Mais si cette liste figure Sekouba Konaté, pourquoi date d'aujourd'hui, il n'est pas là, il n'est pas dans la même situation que moi? Très bonne question. Vous avez posé une excellente question, même si vous n'en avez pas le droit. Mais je l'accepte. Pourquoi? Vous savez pourquoi, monsieur le c'est pourquoi vous ne devez pas répondre à cette question. La question, c'est... Vous savez pourquoi j'accepte que vous me posez cette question? Parce qu'elle résout... S'il vous plaît, maître, vous savez que M. Camara ne doit pas vous poser de questions. D'accord, monsieur le Président. Voilà, passer à une autre question. Donc, monsieur le Président Moussa Dadis, sur cette liste figure le général Sekouba Konaté. Est-ce que cela ne confirme pas que les partis civils ont demandé son inculpation au niveau des juges d'instruction? Bon, ça, je ne sais pas. Donc, moi, je vous l'apprends alors. Ensuite, juste à l'une de ces questions, il vous a fait dire que vous souhaitiez porter plainte contre les ONG. Et quelle était la motivation de cette plainte, mon capitaine? Quelle était la raison? J'ai été clair, je pense que ça n'a rien ça n'a rien à voir maintenant avec ce procès. Je l'ai dit que je ne voulais pas, dans le souci que cela pourrait créer des incidences, au risque que l'ouverture du procès soit entachée. Je crois que ça, ce n'est plus une question à débattre. Si mon capitaine. Vous m'avez laissez-moi aller au bout. Allez-y. Si vous voulez contre-attaquer son idée, j'estime que vous avez tout le temps, lorsqu'il va
prendre la parole, il essaiera effectivement de vous répondre pourquoi il a dit. Mais si vous me posez cette question, j'ai déjà répondu. La question a été claire. J'ai dit non, maître ne le fait pas. Parce que j'ai le souci afin que... D'autres questions? Donc, moi, je voudrais juste clarifier que l'action des ONG, notamment la FIDH, l'OGEDAS et Avipa, n'est pas dirigée contre une personne, mais contre tous les auteurs et commanditaires des massacres du 28 septembre. Que cela soit dit et entendu partout. Je passe. Ça, c'était juste une précision. Alors, à la deuxième page, parmi les accords, il y a le point 1.7. Ça concerne le démantèlement des unités irrégulières dans cet accord, qui est versé au dossier par votre propre avocat. Il est mentionné, l'accord, bien sûr, que le gouvernement procédera au désarmement et au démantèlement des unités irrégulières et des milices armées sur l'ensemble du territoire national. Qu'est-ce que cela vous inspire, mon capitaine? Oui, mais je crois que c'est eu égard à ce qui s'est passé. Est-ce que cela ne confirme pas qu'à l'époque des faits, il y avait des milices? Est-ce qu'on peut s'accorder sur ça? Non, s'il vous plaît, maître, laissez-moi aller au bout de mes idées. Allez-y, mon capitaine, j'ai tout mon temps aujourd'hui. Voilà. Donc, je dis bien que ce que vous venez d'affirmer, c'est dû à tout ce qui s'est passé, les informations, comme après le 28 septembre, et on parlait de l'affaire de Kalea, tantôt ainsi de suite. Donc, dans cet écrit, je voudrais dire, s'il y en avait, il fallait mettre de nouveau de l'ordre. Ce qui ne veut pas dire que ça existait, mais on ne peut pas faire un accord quand on parle de milices ou de ceci, de cela, parce que c'est ce qui était chanté dans l'esprit des gens. Est-ce que, mon capitaine, si vous permettez, le fait de faire figurer le point sur les milices ne signifie pas que ces milices existaient? Même si... De bonne foi. Non, je dis même si ces milices existaient ou pas, du moment que, après les événements du 28 septembre, il y a eu tant d'informations, et comme par exemple des informations de cas de viol, des informations de corps, ainsi de suite. Ce sont des informations qui ont aussi attiré l'attention de la communauté internationale, si je peux me le permettre. C'est dans ce contexte que je parle. Est-ce que ce document a été accepté par le CNDD et le gouvernement, oui ou non, mon capitaine, s'il vous plaît? Le document est daté de... Est-ce qu'il a été accepté? Est-ce que cette proposition n'a pas été acceptée par le CNDD et le gouvernement de l'époque, ainsi que les forces vives? Il n'y a pas eu d'accord sur ça, mon capitaine? Non. Attendez, maître. Je demande, je dis, c'est à quel mois, à quelle date? Si vous pouvez... Écoutez, cette question revient à votre conseil. Moi, je ne suis pas à votre conseil. Bon. C'est pourquoi j'ai commencé par vous demander, est-ce que ce document vous a été présenté? Est-ce que vous l'avez examiné? Parce que dans ce procès, il vous engage. Il a été produit au débat en votre nom et pour votre compte, mon capitaine. Est-ce que vous le savez? Oui, maintenant, c'est ça. Alors donc, il vous engage? Ça ne m'engage à rien, maître. Ça ne m'engage à rien. Ça ne m'engage à rien. Donc, vous réglerez ça avec votre conseil. Mais en ce qui nous concerne, nous maintenons que ce document-là vous engage. Je vais continuer. Non, mais puisque vous n'êtes pas le président, le président du tribunal, vous n'êtes pas le président du tribunal, vous ne pouvez pas vous imposer, vous n'êtes pas le président du tribunal. Vous avez commencé aujourd'hui encore? Maître Diaz, s'il vous plaît. Non.
C'est vous qui voulez vous faire croire que vous êtes le président du tribunal. D'autres questions. Le tribunal appréciera de toute façon. Très bien, très bien. Je vais poursuivre encore. C'est sur le même document. Hein. Je ne vous lâcherai pas. Sur le point 1.7, c'est écrit réintégration des armes dans les magasins. Qu'est-ce que cela vous inspire aussi, mon capitaine? Mais c'est ce que j'ai dit par rapport à une nouvelle situation. Chaque chef a sa méthode de procéder. Je crois qu'on ne s'est pas compris encore. En réalité, il s'agit d'une disposition d'un accord que vous avez signé, que le CNDD et le gouvernement ont signé avec les forces vives après les massacres du 28 septembre, mon capitaine. Ce document-là vous engage. Vous pouvez me donner... Ah non, je ne peux pas. Demandez à votre avocat. Ah, donc ça ne m'engage pas. Ah ouais, d'accord. Monsieur Camara, c'est votre conseil qui a... Même le tribunal a reçu. Hein, ça a été produit par votre conseil. Oui, monsieur le président, puisque... Ça veut dire que maître ne peut plus vous donner le même acte. Vous disposez déjà de l'acte. Monsieur le président, je voulais juste dire que ce document, je ne sais ni la date. Très bien. Est-ce que ce document a été élaboré à mon temps ou après moi? Vous allez le vérifier après, certainement avec votre conseil, parce que le tribunal estime que vous avez déjà cet acte. Très bien. Continuez, maître. Très bien. Est-ce que cela ne signifie pas que des armes ont été sorties du camp pour aller commettre ces exactions? Est-ce que ce n'est pas ça le message dans ce document? Dans ce document, ça ne me prouve pas ça. D'accord. Donc, on va ramener quelque chose qui n'est pas sorti, en clair, c'est ça? Mais je dis que ce document ne m'engage en rien. Très bien. Il vous engage pour nous, pour le moment, jusqu'à ce que votre conseil décide de le retirer et on va refuser. Je vais poursuivre. Il n'y a pas de problème. Le point 1.8. Commission d'enquête internationale. Vous avez dit, répondant à plusieurs questions à cette barre, que c'est vous qui avez décidé de la création de la commission internationale. Est-ce que vous maintenez cette déclaration, mon capitaine? Mais si ce n'est pas le président qui peut faire ça à la place du président? Est-ce que c'est vous? C'est bien moi. Est-ce que ce n'est pas suite à des pressions que vous avez acceptées? En fait, est-ce qu'on ne vous a pas obligé à accepter la création de cette commission, mon capitaine, au lendemain des événements du 28 septembre? Non. Vous voulez que le débat soit serein? Oui. Maître, je vous l'apprends. Personne ne pouvait me faire une pression, me connaissant à l'époque. C'est comme si vous ne m'aviez pas aussi un peu étudié par rapport au petit temps. Vous avez remarqué à un moment donné, lorsqu'on parlait lorsqu'il disait, bon, voilà, à telle date, une intervention des forces internationales. Vous avez vu ma réaction? Donc, je n'étais pas quelqu'un qu'on pouvait influencer pour quoi que ce soit. C'est moi qui ai pris cette décision, maître. C'est moi qui ai pris cette décision. D'autres questions? Vous savez, sur le plan interne, vous faisiez ce que vous vouliez parce que vous humiliez les gens à la télé. Vous aviez le pouvoir. Maintenant, sur le plan international, est-ce que les Nations Unies ne vous ont pas contraint à accepter cette commission? Mais les Nations Unies dont vous parlez, quelles Nations Unies? Je n'avais pas de relation aux Nations Unies. Pour dire que les Nations Unies m'ont fait une pression. Et d'ailleurs, il faut rectifier un peu. Est-ce que vous avez été contraint
ou pas par les Nations Unies? Je n'ai pas été contraint, Monsieur le Président. Est-ce que des sanctions internationales n'avaient pas été... est-ce que la Guinée n'avait pas été menacée de sanctions internationales, notamment financières? Mais vous parlez des sanctions financières, c'est la preuve qui fait que je vous dis que, sauf que si cet homme ne s'est pas battu pour votre nation, c'est Dieu seul. Je n'ai pas eu de financement sur le plan extérieur, mais je n'étais pas aussi en manque de payer les fonctionnaires, je vous l'apprends. Merci, merci. Donc, cette commission, je pense que c'est clair. D'abord, il y a eu la pression interne, la CEDEAO, à travers le médiateur, et ensuite les Nations Unies, à travers la menace des sanctions, ce qui vous a conduit à accepter la création de cette commission internationale. Vous ne pouvez pas le nier, mon capitaine. Mais je vais poursuivre, si vous permettez. Non, mais laissez-moi, vous ne pouvez pas parler et puis ne pas... Mais c'est un commentaire. Non, voilà. Quand vous parlez comme ça, je veux simplement vous dire, dites peut-être que est-ce que vous n'avez pas eu de conseils? Si vous le dites, ce n'est pas mal. Parce qu'on peut conseiller quelqu'un et qu'on arrive à lui convaincre. Mais dire une pression internationale. D'accord. Si vous m'auriez demandé, en toute sincérité, si vous m'auriez demandé que est-ce que, à quelque part, vous n'avez pas été conseillé, j'aurais la latitude de vous dire oui, j'ai eu des conseils, c'est encore honnête. Mais lorsque vous parlez de pression extérieure, comme si, à l'époque, c'était une question financière ou de financement. On peut continuer? Bien sûr. Très bien. Bon, je vais vous laisser respirer avec ce document. Mes confrères vont poursuivre. Voilà. Monsieur Moussa Dadis Camara, on va revenir aux faits. Oui. Vous avez déclaré ici que vous n'étiez pas opposé à la manifestation. Ça, c'est juste avec la permission du président. Une petite clarification. Vous avez dit que vous n'étiez pas opposé, n'est-ce pas? Oui. Et vous avez décrété le 28 septembre, jour férié, chômé payé, n'est-ce pas? Et répondant à une question d'un de vos confrères, qui est très costaud, je ne vais pas le nommer, vous avez dit le fait de manifester le 28 septembre était une façon de souiller cette journée. Est-ce que vous maintenez cette déclaration, mon capitaine? Déclaration venant de qui, de moi? Oui. Vous avez déclaré hier, en répondant à une question, d'ailleurs c'était une réponse suggérée, vous avez déclaré, je l'ai bien noté et réécouté hier, le fait de manifester le 28 septembre était une façon de souiller cette journée. En quoi cela? Pourquoi vous dites ça, mon capitaine? Pourquoi? Non, peut-être que vous voulez me pousser à vous donner d'une manière cette réponse. Sinon, si c'est de cette manière... Mais j'ai posé une question respectueusement, n'est-ce pas? Je n'ai fait que dire, de vous citer. Hier, répondant à une question, vous avez dit le fait de manifester le 28 septembre était une façon de souiller cette journée. Qu'est-ce que cela signifie? J'ai dit et je réitère, j'ai dit le 28 septembre était une journée historique. Et je suis resté à faire des détails, des explications. Et le président a dit de poser une autre question. Par rapport à ce que vous voulez dire, maître, je ne saurais vous répondre. Très bien. Donc, raison pour laquelle vous avez ordonné que la manifestation soit écrasée, n'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas la suite logique? Non, maître, je n'ai pas ordonné. Très bien. Vous avez également dit que pour masquer
ce qui allait arriver, vous avez fait faire par votre chef d'état-major un communiqué interdisant à tous les ordonnant le casernement de tous les militaires, n'est-ce pas? Oui ou non? Mais vous avez l'acte. Posez la question. Mais c'est déjà fait. Oui, mais posez la question. C'est une question. On s'entend bien aujourd'hui. Est-ce que vous avez fait faire par votre chef d'état-major général des armées un communiqué ordonnant le casernement de tous les militaires le 28 septembre 2009, mon capitaine? Oui, tout à fait. Alors, est-ce que cette consigne a été respectée de votre point de vue? Moi, j'ai donné des instructions. Si, par contre, certains ont désobéi. Quand vous dites certains, vous pensez à qui? Oui, c'est que les bérets rouges qui sont partis au stade, je parle d'eux. Comment? Les bérets rouges. Les bérets rouges, qui étaient sous commandement de qui? Mais être sous le commandement d'une hiérarchie et puis désobéir font d'eux. S'il vous plaît, quand il y a un casernement, je vous ai suivi, vous avez dit au camp qu'il y a au moins 7 barrages, n'est-ce pas? Oui. Alors, si un communiqué est passé à la radio par le chef d'état-major général des armées avec au camp, est-ce que ceux qui sont dans le camp peuvent sortir sans que le chef d'état-major ne soit informé? Est-ce que c'est possible? Mais si le chef d'état-major lui-même et le président ne sont pas informés au courant de la sortie de quelques militaires, est-ce que, suite à un ordre de casernement, des mesures spécifiques ne sont pas prises? C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de l'indiscipline. Parce que lorsque le soldat est indiscipliné, vous allez beau prendre des mesures, mais l'indiscipline étant, il y a toujours des... Est-ce que, mon capitaine, si réellement ce tact a été pris, il est constant, n'est-ce pas, et qu'il y a 7 barrages au camp, ceux qui sortent reçoivent des ordres et une autorisation express? Non. Autrement, d'accord. Je dis non. Autrement, ils sont empêchés par les soldats qui sont au niveau des barrages, oui ou non? Ça, c'est une analyse civile que vous faites. Très bien. Dans ces conditions, à quoi servent ces barrages dans le camp? Puisque vous-même, avant d'être président ou capitaine, vous êtes un homme du rang. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous voulez forcément que je vienne dans votre esprit. Je dis, même s'il y a 20 ou 30 ou 50 barrages, qu'il y a interdiction, si c'est pourquoi dans l'armée le terme d'indiscipline, on parle de l'indiscipline des hommes qui n'obéissent pas. Un tel cas, ce n'est pas... Mon capitaine, cela n'a aucune logique pour moi. Oui, mais si ça n'a aucune logique pour vous, ça n'a pas aussi de logique pour moi. Très bien, donc on n'est pas d'accord. Je ne suis pas d'accord par rapport à ce que vous dites. Très bien, je vais continuer. Est-ce que vous pensez que, d'abord, ces barrages, si ces bérets rouges dont il est question n'ont pas reçu d'instruction ni d'autorisation pour sortir, ce qui est certain, des informations auraient été données à ceux qui gèrent le camp, oui ou non? Mais c'est ce que je suis en train de vous faire comprendre. Je dis, une information peut être donnée. Le chef prend la décision. Mais s'il y a des cas d'indiscipline, est-ce que le chef est là en train de marcher derrière les hommes en uniforme? Non. Dites-moi, mon capitaine, vous parlez toujours d'indiscipline. Mais c'est ça qui fait d'ailleurs... Attendez que je pose la question. C'est ce qui caractérise même l'armée. C'est différent, comment dire, de la vie civile. Attendez la question. Attendez la question. Et
dans ces conditions, puisque c'est béret rouge, vous serez d'accord avec moi qu'il y a au moins une cinquantaine de bérets rouges qui ont perpétré ces massacres, n'est-ce pas? Donc, leur sortie au camp ne peut pas passer inaperçue, oui ou non? Vrai ou faux? Posez la question. Mais elle est faite, c'est déjà fait, mon capitaine. Inaperçu? Oui, ça dépend. Ça dépend de quoi? Oui, ça dépend si, lors de leur passage, s'il y a des gens qui sont là, qui assistent au départ. Mais il y a toujours des gens, puisque vous-même vous dites qu'il y a 7 barrages. Mais puisque ce n'est pas moi, c'est moi qui suis là, ce n'est pas autre personne. Posez la question, est-ce qu'ils peuvent sortir sans que... Mon capitaine, on va pas inverser les rôles. Ah bon, donc moi... Ne me conseillez pas pour mes questions. Contentez-vous de les répondre, de répondre aux questions. Mais puisque c'est moi qui suis là, vous me posez la question. Maintenant, moi, vous ne pouvez pas me dire c'est comme ça que tu vas poser la question. Vous contentez de répondre donc, de votre manière. Pour moi, par rapport à cette question, si cette question était directement liée à moi, j'allais vous répondre. Mais puisque la question n'est pas bien posée à ce que je cherche, je ne peux pas répondre à votre question en ce moment. Mais vous savez, on peut partager la bonne foi ici. Je suis d'accord. Alors, et la logique, n'est-ce pas? Je suis d'accord. Alors, donc, répondez à la question, mon capitaine, s'il vous plaît. Non, maître, on est devant un tribunal criminel. On est en train de faire un débat, c'est pas que... Non, c'est pas un débat. Non, attends, mais... Non, c'est pas un débat. Mais on n'est pas en train de se caresser, maître. Quelle est la question, maître? Monsieur le Président, si vous pouvez m'aider, moi j'ai dit qu'il est d'accord avec moi qu'il y a au moins une cinquantaine de bérets rouges qui sont allés perpétrer les massacres, ainsi qu'une centaine peut-être de recrues. Tous ces gens ne peuvent pas sortir inaperçus du camp, dès lors qu'il y a une interdiction formelle de sortir du camp. Oui ou non? Oui. Alors, dans ces conditions, avec ces barrages, il y a au moins une dizaine de pick-up. Si ces gens-là sortent du camp, ce qui est sûr, des informations peuvent être remontées au chef d'état-major, oui ou non? Ça peut être remonté. Très bien, très bien. Tout comme ça peut ne pas être remonté. Ah, pourquoi? J'ai dit ça peut être remonté, tout comme ça peut ne pas être... À votre avis, pour quelle raison le chef d'état-major a pris un communiqué pour ordonner le casernement? C'était pour quelle fin? Oui, c'est ce que je ne réponds pas à la négation. J'ai dit... Est-ce que je peux vous aider? Oui. Est-ce que ce n'est pas empêcher les militaires de sortir? N'est-ce pas? Il a fait ça pourquoi? Parce que c'était dans son rôle de protéger le pouvoir, oui ou non? Pour empêcher que demain on dise que des bérets rouges sont allés perpétrer des massacres, oui ou non? C'était pas dans cette optique? Maintenant, par rapport à cette question... Suivez ma logique seulement, n'est-ce pas? Il prend un communiqué pour empêcher que des militaires sortent du camp, n'est-ce pas? Ça c'est salutaire, c'est ce qui est normal. Mais dès lors que une centaine de bérets rouges sortent du camp, il est automatiquement informé parce qu'il y a au moins 7 barrages, oui ou non? Oui, comme vous voulez que j'accepte Louis jouer. Merci mon capitaine, merci beaucoup. Maintenant, est-ce que vous pensez pouvoir soutenir ici qu'une telle information peut ne pas être portée à la connaissance du commandant en chef, qui est le chef suprême des armées? Vous pensez que c'est possible ça, mon capitaine? Donc, pour ne pas allonger, je vois maintenant la question. C'est pourquoi j'ai dit, je voulais avoir effectivement votre conviction. C'est pour cette raison que j'ai dit que l'information peut lui être remontée ou pas. Alors, si cette information ne lui a pas été remontée le jour même des événements du stade, j'estime que si il était à ma place, il aurait mieux répondu. Mon capitaine, vous savez, il y a une organisation au camp. Il y a les hommes de rang, il y a les chefs de section, ainsi de suite, jusqu'au niveau du chef d'état-major, et puis vous venez coiffer tout, n'est-ce pas? Oui ou non?
Posez votre question. D'accord, je continue. Maintenant, dites-moi, est-ce que les barrages là, les barrages au camp sont réglementés? Les sorties et les entrées sont systématiquement mentionnées dans des registres, oui ou non? Mentionnées dans les registres comme vous l'imaginez, non? Comment ça se faisait, puisque vous avez été homme de rang? Non. Quand vous dites qu'il n'y a pas un registre... Il n'y a pas de rapports qui sont faits quotidiennement pour signaler que telle personne est sortie, telle personne est rentrée? Il n'y a pas de contrôle au camp, mon capitaine? C'est ce que vous voulez dire? Non, attends, ici, si vous parlez de registre, si c'est des civils, par exemple, qui viennent pour des services ou bien qui viennent pour voir l'autorité, il y a un registre pour ça. Mais en ce qui concerne la sortie d'un véhicule ou des véhicules, je n'ai jamais eu, m'a jamais dit qu'il y avait un registre pour ça. Très bien. Et dans tous les cas, mon capitaine, je crois qu'on peut s'accorder sur une chose. 15-20 pick-up ne peuvent pas sortir du camp sans que quelqu'un ne les aperçoive. Mais je vais poursuivre. 20 pick-up, vous les avez vus? Oui. Vous les avez vus? Non, on a appris. Vous ne pouvez pas poser de questions encore une fois. Vous ne posez pas de questions. Bon, si vous pensez que c'est 20 pick-up qui sont sortis... Donc, vous ne pouvez pas ignorer que des militaires ont quitté le camp pour aller massacrer. D'accord, d'accord. Le tribunal appréciera. Est-ce que vous pensez que... Comment expliquez-vous, mon capitaine, la barbarie qui a été utilisée par ces bérets rouges et miliciens pour commettre ces exactions? Est-ce que cela peut s'expliquer par quoi, à votre avis? Quelle explication que vous voulez que je donne? Je ne sais pas. C'est un acte ignoble. Est-ce que ces bérets rouges n'ont pas été justement conditionnés pour aller commettre ces exactions? Parce qu'on ne peut pas quand même croire que des bérets rouges sortent volontairement dans un camp pour aller commettre ces exactions si ils n'ont pas reçu d'instruction ou ils n'ont pas été incités à le faire. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Oui, mais puisque vous employez le conditionnel... Oui. Et le conditionnel, j'estime qu'on n'est pas dans le conditionnel ici. Très bien. Et est-ce que, donc on peut vous croire que ces bérets sont simplement assoiffés de sang? Que c'est? Ils sont tout simplement assoiffés de sang. Parce qu'il y a eu des mares de sang au stade. N'est-ce pas? J'ai qualifié de cela d'un acte ignoble, qui est inadmissible. Est-ce que, mon capitaine, étant donné la situation, l'ambiance qui régnait au camp, est-ce que ces agissements n'étaient pas destinés à sauver votre pouvoir, mon capitaine? Non, la question est bien précise, non. Vous croyez? Je dis oui, non. Très bien. Alors, comment expliquez-vous que vous menaciez des opposants la veille de la manifestation? Pourquoi? Quel était le but? Je n'ai menacé aucun manifestant. Je ne vais pas revenir sur le contenu du PV de M. Sidi Atouré. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, si vous voulez encore... Mais attendez que je finisse. Oui, ça c'est ce que vous dites. Parce que cette déclaration n'est pas une parole d'évangile. Si vous y pensez, moi je dis que non. Je n'ai pas manifesté. Je n'ai pas menacé de manifestants. Est-ce que, au moment des faits, vous craignez des coups d'État? De craindre quoi? Si vous craignez d'être renversé
par d'autres putschistes. Vous n'aviez pas une crainte? Non. Alors pourquoi ça, Alphonse et Haïdar ont été arrêtés? Pourquoi? Ça, Alphonse Touré et commandant Haïdar Ba, qui commandait le régiment. Pourquoi ces deux-là ont été arrêtés? Si vous ne craignez pas des coups d'État. Oui, maître, vous savez que moi, je ne veux pas rentrer dans des détails que j'en ai déjà parlé. Si vous ne m'avez pas très bien suivi la façon dont ces trois éléments ont été arrêtés, le but et le motif, je ne peux plus revenir là-dessus. D'accord, je suis d'accord avec vous, puisque vous en avez peut-être parlé. Et vous avez dit une fois ici que c'est justement parce que on vous a manipulé que vous avez fait arrêter ces deux-là, n'est-ce pas? Que j'ai été? Vous avez été trompé, si vous préférez, par le général Sekouba, n'est-ce pas? Non, trompé, le terme est très... Le terme n'a pas sa place. Trahi. Ok, vous avez été trahi, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous savez que quand le général Sekouba est arrivé au pouvoir, il a nommé ces deux à des hauts postes de responsabilité? Il les a nommés à des hauts postes de responsabilité quand vous avez quitté. Comment expliquez-vous ça? Lesquels? Ça, Alphonse Touré, par exemple. Ah, s'il les a nommés, c'est peut-être qu'il avait pris conscience. Et puisque vous êtes dans une logique, il y a eu beaucoup de cas comme ça. C'est pourquoi là, je parle de trahison. Vous savez ce qui m'intrigue, mon capitaine? Vous dites, ça, Alphonse était un des proches de Sekouba, n'est-ce pas? Selon vous, c'est parce que le général Sekouba vous a trahi qu'il vous a conduit à arrêter ces éléments les plus proches. Vous ne m'avez pas compris, maître. Éclairez-moi. Je n'ai pas dit que ça, Alphonse, était un élément de Sekouba. J'ai plutôt dit Claude Pivy, ça, Alphonse, était un élément de colonel Claude Pivy. C'est Haïdar Ba qui était l'adjoint du général Sekouba. Je retiens encore tout ce que j'ai eu à dire ici. D'accord, je vais passer. Mais je voudrais juste vous signifier qu'il y avait une contradiction à ce niveau. Tout simplement. On va poursuivre. Vous avez dit ici, et c'est par là que je vais terminer, que quand vous avez été victime d'une tentative d'assassinat, que les accords de Ouagadougou, c'est un de vos conseillers qui en a parlé, donc on estime qu'on a le droit aussi de poser des questions. Vous avez dit que vous avez été ignoré, parce que pour vous, vous deviez rester président de la transition, n'est-ce pas? Pourquoi dites-vous cela, mon capitaine? Oui, mais j'ai accompagné de cela par suite à la trahison et c'était la suite effectivement du complot. Mais vous avez pris le pouvoir par la force, n'oubliez pas. Ou bien vous avez une quelconque légitimité à prendre le pouvoir. Je ne réponds pas à la question. Alors, je ne réponds pas à la question, puisque ça ne fait pas partie des faits pour lesquels je suis là. Si je vous ai parlé, c'est de bonne foi. Pour ne pas que vous dites que je suis en train de fuir vos questions. Autrement, je ne réponds pas à cette question parce que ce n'est pas les accords de Ouaga qui me fait venir devant le tribunal. Je ne réponds pas à cette question, si c'est comme ça. Mon capitaine, on va se calmer et poursuivre. Vous avez dit qu'on a même bloqué votre budget de souveraineté, n'est-ce pas? J'ai dit, maître, j'ai voulu juste me prêter à vos questions, mais si vous faites de cela quelque chose de très important et que vous ne voulez pas me comprendre, et qui n'est d'ailleurs pas un fait, un des faits pour lesquels je suis devant le tribunal, je ne saurais répondre à cette question. Pour finir, mon capitaine, oui. Vous vous êtes offusqué du fait que c'est Sekouba Konaté qui a été choisi au lieu de Toutou, n'est-ce pas? Je ne saurais répondre à cette question. Est-ce que ce n'est pas vous-même qui avez créé cette situation en partageant le pouvoir comme un plat de riz avec le deuxième vice-président plutôt qu'avec le premier? Ce n'est pas vous qui avez créé ça? J'ai dit, maître. Monsieur le Président, j'en ai terminé.
Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président Dadis. Oui, maître. J'ai quelques questions pour vous. J'ai suivi avec intérêt la prestation de vos avocats. Je veux savoir, à ce stade, est-ce que ce procès-là, c'est le procès de complot contre vous, ou bien c'est le procès des événements du 28 septembre? Merci, maître, pour la question. Et si vous étiez là le premier jour, dans l'attente de l'introduction, j'ai parlé des événements du 28 septembre. Je dis qu'ils sont les conséquences du complot. Donc c'est en parallèle, c'est indissociable. Dans ces conditions, ce n'est pas un procès de complot, c'est lié. Pourquoi il y a eu 28 septembre? La cause ou les causes, maître? Merci, Monsieur le Président. Moi, je suis satisfait. Ce n'est pas le procès de complot contre vous. Deuxième question, Monsieur Camara. Est-ce que vous avez parlé au téléphone le matin du 28 septembre avec le colonel Moussa Tchegoro? Moussa Tchegoro étant au stade du 28 septembre, aux environs du stade du 28 septembre, est-ce qu'il vous a appelé au téléphone? Est-ce que vous avez communiqué? Je ne peux pas, à date d'aujourd'hui, je ne peux pas me rappeler. Vous ne pouvez pas vous rappeler? Oui. Ça fait 12 ans de cela. Oui. Mais vous avez donné des détails, dans les moindres détails ici, certains événements. Oui, c'est comme... Mais lui qui était sur le terrain, oui, c'est comme... est-ce que vous avez parlé au téléphone? C'est comme le cas de M. Sidia. J'avais même oublié. Non, je parle de Tchegoro. Non, maintenant, c'est ce que je vous dis. Si vous ne voulez pas aussi, vous voulez parler de... Je veux vous faire comprendre. Si vous ne voulez pas, alors, vous ne voulez pas... D'accord. Maintenir, voilà. Est-ce que vous vous rappelez de votre numéro de téléphone? Non. Avec lequel vous communiquiez avec les membres du gouvernement? Non, je ne me rappelle plus. D'accord. Donc nous, partie civile, nous allons faire des recherches et on va même produire le contenu de votre communication avec M. Tchegoro. D'accord, il n'y a pas de problème. Oui. Avec n'importe qui. Et le général Sekouba Konaté est parti à Massantan sans votre consentement, sans votre accord. Vous maintenez? Tout à fait. Lorsqu'il est parti tenir des propos de campagne, lorsqu'il est parti tenir les propos de campagne, véritable campagne présidentielle, en votre nom et en votre faveur, et au même moment, il y avait le massacre à Conakry. Lorsqu'il est revenu, comme il est parti sans votre consentement, et qu'est-ce que vous avez fait contre lui? Parce que c'était votre subordonné. Vous avez pris une sanction contre lui? J'ai juste douté. Vous avez pris une sanction contre lui? Mais c'est pas comme ça qu'on peut... Je veux savoir si vous avez pris une sanction contre lui. Non. Non. Et pourquoi? Oui, parce que
Les faits, j'étais dans une situation, il y a des cas de mort, ministre de la Défense, j'ai juste compris ce que j'ai compris et je ne pouvais pas l'arrêter pour des raisons personnelles. Il y a des cas de mort. Faut-il penser à l'arrêter? Est-ce que aussi c'était facile pour l'arrêter? Qu'est-ce qui allait aussi advenir? C'est pas comme ça aussi qu'on arrête. Bon, Monsieur le Président Dadis, à chaque fois qu'on vous pose des questions contre Toumba, contre Sekouba et autres, vous donnez l'impression que vous avez peur. Est-ce que vous n'avez pas trahi le peuple guinéen? Non, mais je pense que c'est... Parce que vous avez peur de diriger. Mais c'est aujourd'hui que vous êtes venu. Je vous reconnais, c'est aujourd'hui que vous êtes venu. Moi, avoir peur de qui? D'abord, tellement que j'ai parlé, mais s'il vous plaît, tellement que j'ai parlé de Toumba, c'est moi-même qui ai dit ici qu'à force trop de parler, ça devient une forme d'acharnement. C'est moi qui l'ai dit. Avoir peur de Sekouba. Si j'avais peur de Sekouba, j'allais faire tous ces détails. Bon. Parce que je ne voudrais pas que les faits pour lesquels je suis devant le tribunal, que ce soit uniquement que sur ces deux personnes. C'est moi qui l'ai dit hier. J'ai dit chaque fois, parler trop de tout. Mais ça devient un acharnement. Si vous parlez de peur. Vous me connaissez très mal. Je passe à une autre question. Monsieur le Président Dadis, vous connaissez Monsieur Mohamed Diané du RPG? Mohamed qui? Diané du RPG, qui était le secrétaire général du RPG. Oui. Est-ce que vous étiez informé qu'il était au stade avec les cellules d'Alain? C'est ma première nouvelle. Vous n'étiez pas informé qu'il était au stade avec les cellules d'Alain? J'ai dit bien, qu'est-ce que vous voulez que... J'ai dit que c'est ma première nouvelle. Mais... Bon, moi je vous informe qu'il était au stade avec les cellules d'Alain. Il a été même blessé. Et il faisait partir des leaders qui ont été pris en charge à la clinique. Maître. Vous avez entendu parler de Mme Fanta Condé, qui était secrétaire générale de la section RPG de BCA, qui est morte au stade? S'il vous plaît, maître. Non, c'est une question. Non, cette question, tout ce que vous êtes en train de dire, tous les leaders politiques qui ont été à la clinique Pasteur, j'en sais mieux que vous. Non. Parce que, est-ce que vous